Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Merci de regarder désormais aussi ce podcast sur YouTube. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucun contenu. Aujourd'hui, on vous emmène à la campagne. On va découvrir la chef Cybèle Idelo. Cette chef, je la suis depuis des années parce qu'avant, elle avait un restaurant à Boulogne-Billancourt et elle avait une approche de sourcing très poussée. Aujourd'hui, ça paraît pas très original, mais à l'époque, c'était assez novateur et elle avait envie de créer un maillage de producteurs locaux. Elle avait même envie de créer un potager sur le toit de l'immeuble. Aujourd'hui, ça paraît pas forcément très original, mais à l'époque, c'était assez novateur. Elle avait envie de créer comme ça un maillage de producteurs locaux. Elle avait aussi envie d'avoir son potager. Et finalement, c'est en tirant ce fil, le fil de cette envie, qu'elle a trouvé son nouveau lieu, le lieu dans lequel elle va nous recevoir pour cette interview et que vous allez découvrir. Je vous emmène donc au domaine des Bruyères, au restaurant Ruche, pour découvrir l'histoire surprenante d'une chef quasi autodidacte qui a démarré comme chef privé, qui nous vient des États-Unis, nourrie d'influence et qui a donc aujourd'hui décidé de se rapprocher de ses produits, de son potager. Je vous invite donc à découvrir l'histoire de Cybèle Idelo. On va remonter le fil de l'histoire, mais avant, pour que les gens comprennent où on est-ce que vous pouvez, parce que nous, on a eu une arrivée fantastique, je ne sais pas si on pouvait faire mieux. De la neige sur la route, on arrive ici, il y a le potager derrière, ça travaille sous la neige, là il y a le feu de cheminée. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'endroit, où est-ce qu'on se trouve exactement ? Nous sommes dans les Yvelines, à Gambé, donc c'est à l'ouest de Paris, un peu plus loin que Versailles, en Haute-Vallée de Chevreuse. Donc c'est une forêt nationale, donc en pleine nature. Et nous avons notre demeure domaine et puis notre potager et le restaurant et les chambres d'hôtes en plein milieu de la nature. On sent qu'on a mis le doigt et qu'on est arrivé dans un endroit, dans une sorte de petite bulle, une petite parenthèse. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on est là et on n'a pas vraiment envie de repartir déjà. C'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Exactement. C'est un peu, à l'intérieur, c'est un peu comme à la maison. Ouais. Après, on peut se balader dans le parc pour trouver... découvrir notre univers sur du potager et toutes les cultures qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'on rentre ici et on rentre dans un univers, dans notre univers. Ouais, c'est très réussi parce que ça, c'est une proposition qu'on entend souvent de la part des chefs, dans l'hôtellerie et aussi dans la restauration, bien évidemment. C'est pas toujours réussi, mais là, pour le coup, ça produit cet effet immédiatement. Qu'est-ce que vous avez voulu traduire ? Quelle était votre intention quand vous êtes installé ici ? Parce qu'on va découvrir toute l'histoire et ce qui vous a amené jusqu'ici. Mais quand vous avez découvert cet endroit, qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez voulu y concrétiser ? Je ne sais pas jusqu'à quel point que j'aille en détail, mais... C'était quoi l'idée ? Entre autres, on cherchait un open terre pour faire un potager. D'accord. Donc tout part de l'idée d'un potager, en fait. C'était ça. C'était le restaurant, le domaine, c'était pas prévu, des chambres d'hôtes. C'était en visitant cet endroit où on est tombé amoureux. Eh ouais. On est rentré, même c'était un peu en ruine à l'intérieur, mais on est rentré et on a senti tout de suite bien. Ouais. Du coup, on avait le terrain qu'il fallait, soit 1,5 hectare pour faire notre potager. Et en plus, on a pu rénover cette bâtisse de 1850. D'accord. Ah oui, donc on était parti pour chercher un potager et finalement on a créé tout un endroit, restaurant. C'était en quelle année ? On a acheté en 2018 et on a ouvert en octobre 2019. Ah oui, d'accord. Okay. Juste avant Covid. On va voir tout ce qui nous a amené jusqu'ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remonte le fil, le vôtre en l'occurrence, et qu'on découvre votre histoire ? Oui, bien sûr. Où est-ce que démarre votre histoire et quelles sont les premières images qui vous reviennent quand vous repensez à votre enfance ? Mon histoire, ça monte... j'ai grandi au nord de San Francisco. Donc, en pleine nature. Et c'est vraiment le berceau de tout ce qui est farm to table, éco-responsable, proche petits producteurs tout autour. J'avais mon propre potager quand j'étais gamine. Donc, j'ai vraiment agrandi dans cet univers où on avait le respect pour le produit. Je viens d'une famille aussi où ma grand-mère et ma mère sont des grandes cuisinières. Donc, ça, c'était vraiment inné. Dès l'origine, il y a ces valeurs-là. Exactement. Là-bas, en tout cas, et on le sait, ou en tout cas pour ceux qui se sont rendus, où il y a eu beaucoup de reportages aussi, c'est vrai que la proximité, la localité, le côté locavore, dont en France on parle depuis évidemment un petit moment déjà, mais là-bas, aux États-Unis, en tout cas sur cette partie de la côte ouest, c'est vraiment dans un ADN qui est
plus lointain encore, quoi. Exactement, j'ai toujours connu ça. Au niveau de la cuisine professionnelle, de la restauration, il y a Alice Waters, qui est vraiment la marraine de ce mouvement. Donc, j'ai grandi vraiment dans cet esprit et cet univers. Et avec une mère et une grand-mère qui, en plus, cuisinaient. Oui, exactement. Donc, c'était un peu mes destins. En revanche, j'ai pas fait mes études dans... Ah oui, c'est pas pour autant que la perspective était de faire dans la cuisine. Mais on trouvait quoi sur la table? Qu'est-ce qu'on mangeait? C'était quoi les menus, les saveurs, les goûts, les produits qui, comme ça, composent le début de votre histoire, ou en tout cas le cadre de votre enfance? Ma grand-mère, c'était plus traditionnel, mais on allait chez elle tous les jeudis et c'était vraiment la table dressée avec des petites nappes qui va bien, les serviettes en lin, les chandeliers, voilà, les bougies, vraiment tout ce qui était argenterie et tout ça. Donc, donc il y avait vraiment un rituel de table. C'est ça. Hyper bien. C'est ça. Donc, c'était vraiment les petites hors d'œuvre au début. Et après, on avait entrée, plat, dessert. Ah oui. Mais on y mangeait quoi? Du coup, c'était quoi les plats qu'ils voyaient? On mangeait... Là, c'est un rituel qui est très français pour le coup. On a l'impression qu'il y a une empreinte... C'était elle faisait un petit peu une cuisine entre cuisine américaine, anglaise et française. D'accord. À cause de ses origines, à cause des origines familiales ou pas du tout? Je pense... non, c'est juste... c'est la cuisine. Elle avait un répertoire de cuisine qui était très vaste. D'accord. Donc, on mangeait... Elle avait cette culture, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il y avait toujours des petits légumes sur le côté. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être poulet rôti, ça peut être roast beef, ça peut être... c'est marrant. C'était très vaste. Tout ça sur une table dressée avec des chandeliers. C'est drôle. C'est ça. Donc, c'était un peu une cuisine bourgeoise, on va dire. Si on compare un petit peu avec ce qu'on retrouve en France, c'était un peu une cuisine bourgeoise. Et ça, pour le coup, ce rituel-là, tel que vous le décrivez, l'image qu'on en a en tout cas, ça devait pas être si courant là-bas, sur la côte ouest des États-Unis, j'imagine. Ça, en revanche, ces plats-là, peut-être, cette empreinte européenne un peu? Ma grand-mère, en fait, elle est déménagée pour être proche de chez nous, mais à l'origine, elle était de la côte Est. Donc, un peu plus traditionnel. Californie, c'était un peu plus cool. Plus exotique, un peu plus baba cool. Voilà. Pas la même empreinte. Donc non, elle venait d'une famille assez traditionnelle, avec des traditions. Voilà. Donc, vous aviez ces référents. Côté côte ouest, locavore, petit producteur, un peu organique, parce que le rapport aux produits bio, il a été pareil, précurseur, bien avant que nous, en France, ça devienne... C'est toujours pas une norme, mais en tout cas qu'on en parle autant. Et puis il y avait cette empreinte traditionnelle. Vous, en tant qu'enfant, vous évoluez dans quel environnement? C'est quoi vos habitudes, vos envies, vos hobbies quand vous grandissez? En fait, je peux parler un petit peu de la cuisine de ma mère aussi, parce que c'est complètement différent que la cuisine de ma grand-mère. Ma mère, elle a voyagé partout dans le monde. D'accord. Donc, on retrouvait différentes cuisines, mais surtout cuisine française. Donc, on peut retrouver soupe à l'oignon, j'adorais ça. Et c'était plutôt, côté de ma mère, c'était plutôt végétarien. Jusqu'à un certain âge. Donc, après, elle faisait aussi pas mal de cuisine italienne aussi. D'accord. C'est marrant. Et puis... aussi, j'ai grandi, il y a beaucoup d'influences, beaucoup d'immigrants, les Japonais, les Chinois, les Mexicains. Donc, j'ai aussi mangé beaucoup de différentes cuisines, mais vraiment bien faites, traditionnelles, de japonaises, etc. Donc, j'étais exposée à une multitude de cultures culinaires tant jeune. C'est une chance quand même, ça, pour la construction d'un palais et tout, parce que ce que vous nous racontez, c'est que quand même, ça cuisine bien, il y a des valeurs de santé, d'attention aux produits, en tout cas, il y a des traditions, donc ça crée comme ça, j'imagine, une bibliothèque culturelle, en termes de goût en tout cas, qui est pas anodine, quoi, qui est plutôt une bonne clé quand on veut démarrer, mais bon. Je sais pas si l'idée c'était de faire la cuisine, apparemment pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, j'ai toujours fait, mais non, mais c'est vrai que toutes ces choses sont là, c'est ancré dans moi.
Donc ça fait une bonne base, un peu des racines assez profondes. Et très ouverte à la fois. Exactement. Parce qu'on se parle d'influence, on se parle de culture, on se parle de pays peut-être lointains, exotiques, mais on se parle aussi d'ouverture culturelle par rapport au végétarisme, par exemple, parce qu'on sent qu'il y avait une empreinte végétarienne, mais pas que. Les traditions du poulet rôti, du roast beef, c'est encore autre chose. Donc ça crée comme ça un spectre assez large pour démarrer. Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là de ce que vous voudriez faire plus tard? On a compris que c'était pas forcément devenir chef ou cuisinière, pas dès le début. En tout cas, vous vous voyez comment grandir quand vous étiez plus petite? Vous espériez faire quoi ou rêviez de quoi? J'ai fait mes études dans l'art. Donc, je voulais faire plutôt tout ce qui est architecte intérieur. Donc, j'étais partie pour ça. Et j'ai commencé à faire la cuisine. Et j'étais pris par cette passion. C'est vrai? Oui. Non, mais vos études, elles ont duré combien de temps? Vous êtes resté longtemps dans ce milieu avec cette perspective de travailler dans l'art? Je suis resté 4 ans quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Là-bas, toujours aux États-Unis? Toujours aux États-Unis. Et comment la cuisine? La cuisine, c'est quelque chose que vous pratiquiez avant, que vous faisiez chez vous ou avec votre mère et votre grand-mère? Vous étiez présente en cuisine aussi ou c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard? Oui, non, tout à fait. J'étais toujours présente. Et en plus, quand je recevais des gens plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, quand j'avais mon propre appartement, etc., je recevais toujours les mondes en mangeant. C'était oui. vraiment... c'était le plaisir, c'était de recevoir les personnes et puis de faire un bon repas et passer un moment ensemble. Vous étiez 7 personnes, parce que dans les groupes d'étudiants, dans les groupes d'amis, il y en a toujours une qui a ce goût de la table et qui est celui en général qui réunit par ses dîners, parce que tous les étudiants ne font pas ça, tous les étudiants n'ont pas envie de cuisiner pour les copains, et voilà. Et vous étiez cette personne, vous réunissiez les gens autour de la table. Exactement. Donc, la soirée commençait toujours comme ça, après... Oui. Mais l'intention première était là, en tout cas. Exactement, il y avait ça. Il y avait aussi recevoir, faire les grands déjeuners dehors, quand il faisait beau. Vraiment, c'était le plus grand plaisir. Même ma mère recevait nos amis à table le dimanche, parce qu'on avait quand même notre tradition de manger tous les dimanches chez ma mère. Donc la cuisine qui était toujours présente. On a compris qu'il y a ce petit fil qui se tisse finalement depuis l'enfance autour de la cuisine. Vous partez avec la perspective d'études, donc une perspective professionnelle tout autre. Comment la cuisine va prendre de plus en plus de place? À quel moment ça commence justement à pousser un petit peu la ligne? En fait, je suis partie des États-Unis pour aller en France, en fait. J'avais mon compagnon à l'époque était français aussi. C'était pas le même d'aujourd'hui. Mais c'était déjà donc français. j'étais toujours attirée par la France. Il y avait un truc avec la France. Il y avait un truc avec la France. En plus, ma mère était mannequin en France dans les années 60, donc il y avait toujours cette connexion. Ah, il y avait quand même un petit spectre autour de la France et de la culture française au sens large, j'imagine, qui devait peut-être attirer. Exactement. La France était assez présente dans mon enfance. Déjà, mon prénom, ça vient d'un film français. Et puis, ma mère a choisi ce prénom parce qu'elle a vu le film quand elle habitait en France. Il faut qu'on donne le titre de ce film. C'est Les dimanches à Ville-d'Avray. Un dimanche à Ville-d'Avray. Oui, c'est ça. Les dimanches. Donc, ça gagne un Oscar en 62. Trop bien. Voilà. Tout le film, c'est autour le nom de la petite fille, le prénom, donc qui est si belle. Voilà. C'était une évidence. C'était un destin qui était déjà presque écrit. C'est marrant quand même. Ce prénom, vous étiez prédestiné. Donc à un moment, est-ce que vous avez rencontré la France avant d'y aller à cet âge-là? Est-ce que vous y aviez, est-ce que votre maman vous y avait emmené? Oui, je suis allée pour la première fois quand j'avais 16 ans. Et 2 étés de suite, en fait, on a fait un échange avec une famille qui avait des filles à le même âge que ma sœur et moi. Donc, je suis retournée pour partir ensuite à Saint-Barth. D'accord. Avec un projet à Saint-Barth, c'était de cuisiner dans les villas de luxe, car il y a mon oncle qui est architecte, qui a construit, dessiné des villas pour les clients à Saint-Barth. D'accord. Donc, je me suis mis en relation avec ces clients et c'est là où j'ai commencé à cuisiner professionnellement, mais dans le secteur privé.
D'accord, ok, comme chef privé en fait. Exactement. Ouais, je comprends. Quand vous dites que au bout de quelques années d'études, vous avez envie d'aller à Paris, vous y allez dans quelle idée justement? Parce que c'est là où vous allez aller directement à Saint-Barth ou pas du tout? Ouais, je suis retournée en Bretagne parce que c'est là où j'avais rencontré mon premier mari, Mhm. à l'âge de 18 ans. Ouais. Et, Donc vous arrivez en France, quand vous arrivez des États-Unis, c'est pour aller donc en France et en Bretagne. En Bretagne, oui. Oui, oui. Parce que pour rentrer, pour aller dans la famille de mon mari. Mhm. Et puis, ensuite, on est resté un peu en Bretagne, mais bon, on s'ennuyait un petit peu. Donc, Ça peut se comprendre, ça peut ouais. se comprendre. Et puis, on cherchait un peu de soleil, un peu d'aventure, un peu de changement. Voilà. Donc, on avait des connexions avec Saint-Barth. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller à Saint-Barth. D'accord, donc la France a été une petite étape. Oui. Et après, Saint-Barth. Et donc là, vous vous dites, je vais cuisiner et je vais assumer ce rôle, alors que professionnellement, vous n'aviez aucune expérience. Exactement. Exactement. Hyper impressionnant, non? C'est un peu la mentalité américaine, en fait. Hein. J'y vais, je vais le faire. Ouais, exactement. On décide de faire quelque chose et voilà. Surtout à cet âge-là, j'avais peur de rien, donc c'était. Ouais. Je pense que la peur, ça vient un peu avec l'âge des fois, mais non, j'ai foncé, je vais faire ça, et ça s'est très bien marché. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que, ok, mentalité, on y va, on va le faire, feu, d'accord. Mais quand on se retrouve au premier jour au-dessus de sa planche à découper ou au-dessus de son fourneau, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous avez une impression? Est-ce que vous dites c'est ma place? Est-ce que vous vous dites c'est vertigineux? Est-ce que vous en sortez bien? Comment ça marche? Le tout premier temps où vous vous retrouvez finalement chef, Oui. alors que vous n'avez jamais été Oh en oui, cuisine. j'ai me senti tout de suite à l'aise dans le rôle. Donc, j'étais assez confiante de ce que je faisais. Et puis, je savais que je pouvais apporter quelque chose autre que ce qui était offert là-bas à Qu'est-ce que l'époque. vous proposiez justement? C'était quoi votre idée? Ça a été quoi vos premiers référents de cuisine? C'était quoi l'univers qui vous inspirait à ce moment-là? Parce que vous partez de rien là, hein, sans aucune expérience. Vous avez juste les références que vous avez vécues en famille finalement. Oui, je vais dire que c'était un peu le California cuisine, donc c'est-à-dire que c'était sur le produit, depuis toujours, c'était toujours sur le produit. Donc les produits là-bas, en l'occurrence, vous avez eu le réflexe de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Barth? Oui, mais à Et comment Saint-Barth, faire? Ouais. c'était un peu contre tout ce que j'avais fait avant et tout ce que j'avais vécu Oui, avant. parce que tout vient de loin. Exactement, exactement. Il y avait pas grand-chose local. Hein, mais, Ouais. à part le poisson. Le poisson? Oui, le poisson. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de poissons dans le menu. C'était des choses assez légères, healthy. En fait, quand on est là-bas, il fait chaud. Donc, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'herbes, beaucoup de... Je sais pas, beaucoup de saveurs. Vous parlez d'empreinte californienne? Parce que c'est forcément ce qui vous définit, Oui. c'est lié à votre histoire, à votre culture et à vos référents premiers. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture californienne d'un point de vue gastronomique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'on a tous des représentations, des images. Vous, c'est quoi la traduction que vous feriez de cette cuisine, ou en tout cas de cet endroit-là de la cuisine? C'est des choses assez healthy, donc bon, Ouais, pour la l'aspect santé est santé. le premier. Ouais, santé, fraîcheur, donc c'est mettre les produits en valeur, c'est il y a pas les sauces à la crème, il y a pas tout ça, pas mal de l'huile d'olive, des herbes, beaucoup de fraîcheur. Ouais. Donc je pense que j'allais plus sur ce genre de choses, mais parce que aussi c'était ça allait avec l'endroit où il fait chaud, voilà, les gens voilà, donc et je pense que ça allait avec l'endroit aussi. Ouais, bien sûr. Saint-Barth, ça va durer combien de temps? Saint-Barth, ça a duré pas si longtemps que ça, à peu près 1 an et demi, car j'avais cuisiné pour une agence dans une villa. Et qui s'était dit, elle est pas mal cette petite chef là. Ouais, voilà. Ouais, et ils m'ont proposé du travail qui est Anguilla. Donc Anguilla, c'est un peu le Saint-Barth anglophone. D'accord. Donc avec même clientèle. Donc même univers. Oui, comme un univers. Et ils avaient
une cliente qui construisait une grande villa, qui cherchait un chef en permanence, en fait. D'accord. Chef résident. Ok, ouais, bien sûr. Donc, je suis allée à l'île juste à côté. Et là-bas, je suis restée 3 ans. Ah oui, 3 ans à cuisiner, donc pour une personne, enfin, et tout son entourage, j'imagine. C'est quoi qu'on ressort de ce genre d'expérience? Parce que pour le coup, ici, nous, on parle souvent avec des chefs qui ont dès le début le rapport à la salle, à un public large. Chef privé, quand on travaille pour quelqu'un, pour une famille, ou en tout cas pour une personne et son entourage, c'est quasiment notre métier, en fait. Oui, il y a beaucoup d'intimité, déjà. Ouais. On va vivre avec ces personnes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ouais. Et en fait, c'est sur mesure. Après, j'avais toujours les menus qu'on envoyait avant. Après, ils regardaient, ils mettaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils voulaient. Et ça donnait déjà une idée avant qu'ils arrivent à leur goût. Ouais. Et après, je faisais les menus tous les jours en fonction de leurs envies, leurs critères, etc. C'est une vie de solitude un peu quand même quand on travaille en tant que chef privé, parce que les chefs privés, par définition, ils ont rarement une brigade avec eux, ils sont un peu dépendants du mood de la personne et de son entourage. Là, il y avait quand même une équipe, c'était quand même un petit hôtel. Hein. Donc, il y avait une concierge manager, il y avait les femmes de ménage, il y avait aussi... Ah oui, d'accord. il y avait quelqu'un qui faisait le petit déjeuner avec moi, il y avait mon ex-mari qui faisait le service. Donc, il y avait quand même une petite ambiance d'équipe. Hein. Ah ouais, drôle. Ok. Et ça, qu'est-ce que vous allez retirer de ça? Est-ce que quand on démarre comme ça en tant qu'autodidacte, dans un environnement qui est un semi-privé finalement, enfin privé, est-ce qu'on apprend? Est-ce que vous avez le sentiment de progresser? Et si oui, qu'est-ce que vous apprenez de ces expériences-là en tant que chef dans la cuisine, je veux dire? Je pense qu'être si proche des personnes, on apprend à vraiment anticiper les envies et les besoins des personnes. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis en train de créer un plat, je me mets vraiment à la place de la personne. Donc, il y a une partie de cette expérience qui aide à ça. Il y a aussi une partie de ma personnalité où je suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie, en fait. Mais cette expérience, c'est vraiment d'anticiper et de savoir comment travailler autour des goûts des personnes. Ouais, c'est marrant ce que vous décrivez là, parce que finalement, chef privé, effectivement, le partage de cette intimité-là implique que quand on est chef, parfois, il y a un retour client, mais là, finalement, vous l'avez à chaque fois. Exactement. À chaque fois. Donc, vous avez certainement développé une capacité à sentir, à savoir, à observer un petit peu comment votre cuisine résonnait auprès des gens. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, par rapport à comment ils réagissent, comment ils apprécient ou pas, en général, c'était réussi, heureusement, mais je peux aussi adapter au fur et à mesure par rapport au cours de la semaine pour aller encore plus loin, pour vraiment faire quelque chose qui est adapté à leur goût. C'est un bon laboratoire finalement, j'avais jamais envisagé ça comme ça parce que c'est assez rare en fait de démarrer la cuisine. En général, les parcours classiques parlent d'école et puis de stage, et on bascule dans la restauration. Commencer par le côté chef privé, c'est plutôt rare, mais c'est un laboratoire qui est pas mal justement pour façonner un peu son geste et puis sa cuisine. Oui, je pense que c'est des fois aussi, on n'a pas ça dans la restauration, parce que dans le restaurant, évidemment, on peut venir voir les clients, mais il y a quand même cette barrière entre les clients. Parfois, ils n'osent pas, ils disent pas. Exactement. C'est compliqué. Oui, exactement. On peut aller beaucoup plus loin avec cette intimité qu'on crée avec les clients en privé. Hyper intéressant de démarrer comme ça. Comment ça prend fin, une telle période? Parce que j'imagine que on crée des liens, il y a de l'affect aussi. Comment tout ça s'arrête et vers quoi vous êtes allé par la suite? C'est vrai qu'il y avait certaines personnes où il y avait les liens très forts qui étaient créés. Et ça m'a aidé après, par la suite aussi, d'avoir ces connexions en fait.
Parce que du coup, je suis partie pour le même propriétaire de cette villa. Ils avaient une maison dans les Hamptons. Ok. Donc, c'est un peu, on va dire, quoi, le Deauville de New York. Oui, voilà. On va dire Ouais, ça. c'est une bonne image, c'est une bonne image. Elle voulait que j'ouvre un restaurant là-bas aussi. Du coup, je suis allée, j'ai quitté l'île pour ouvrir le restaurant, mais je faisais juste l'ouverture, signer la carte et tout. Après, j'ai fait autre chose. Et par la suite, j'ai commencé à cuisiner à New York en privé. Et en fait, j'avais tous les liens que j'avais D'accord, créés vous avant. développé un réseau finalement. Exactement. J'avais un réseau que j'avais développé qui m'a vachement aidé à démarrer à New York. Ça, c'est un restaurant qui va être ouvert au public ou c'est encore... Là, justement, c'était ouvert au public. D'accord, donc là, finalement, c'est la première expérience d'un restaurant au sens où on l'entend habituellement. Oui, j'avais fait un stage quand même dans un restaurant de les Hamptons l'été d'avant. Pour justement me mettre un peu dans le bain. C'était un restaurant qui était très réputé, qui marchait très fort. C'était 200 couverts par service, pardon. Donc, ça m'a mis un petit peu dans le truc. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Contrairement à tout ce qui était privé, ce que j'avais connu jusqu'à ce présent, j'adorais le feu. J'adorais. 200 couverts par service, c'est une forme d'adrénaline. Oui, il y avait une grosse brigade aussi, donc ça, j'ai adoré travailler dans cette ambiance. Donc, c'était quelque chose, j'étais un peu accro tout de suite. Donc vous faites un stage dans ce restaurant qui finalement est la première incursion et l'année d'après, donc vous allez ouvrir ce restaurant dans les Hamptons. Oui. C'est marrant juste qu'on se dise ça, effectivement, il y a quelque chose de très américain là-dedans et... en tout cas très éloigné de la culture française qu'on a, le rapport qu'on a au métier et particulièrement en cuisine. C'est-à-dire que vous faites un stage, vous ouvrez un restaurant, vous signez la carte et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Il n'y a pas de problème de légitimité. Vous êtes OK avec cette idée. Oui, exactement. Et ce restaurant, c'était un restaurant gastronomique. Et c'était quand même, on a eu... à l'époque, il n'y avait pas de Michelin aux États-Unis. Ouais. Donc, la référence, c'était le New York Times. Et on a un article avec 3 étoiles. C'était vraiment les critiques, ils ont adoré. Donc, le restaurant, à l'ouverture, a eu beaucoup de succès. Mais c'est hyper intéressant, ça, vous voyez, parce que... et vous le savez, parce que vous êtes en France depuis un moment... Mais nous, en France, et particulièrement dans la gastronomie, devenir chef, c'est un truc, ça prend du temps. Les chefs, d'ailleurs, disent souvent, on ne devient pas chef. Et vous, en fait, vous êtes parti un peu en électron libre, vous avez fait vos expériences, vos années d'expérience en tant que chef privé. Et puis, à un moment, quand l'opportunité s'est présentée comme là d'ouvrir un restaurant, ben OK, on y va, quoi. Oui, c'est clair. Et ça marche, en fait. Donc, en vrai, pour vous, vous vous êtes toujours dit que c'était possible et que c'était pas du tout une... Oui, après, j'avais quand même perfectionné, entre guillemets, ou amélioré. Parce que vous êtes pas avant d'ouvrir le restaurant, j'avais quand même travaillé 4 ans et demi tant que chef, en fait. Donc, c'est... Mais moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. 4 ans et demi, il y a plein de chefs qui disent « non, mais 4 ans et demi, c'est rien du tout, on sort de l'école et tout ». Et pour autant, vous prouvez, parce que ça s'appelle faire la démonstration que c'est possible, en fait. Oui, c'est possible. Je pense que c'est peut-être pas si possible pour tout le monde, mais si on regarde mon histoire, en fait, c'est quelque chose qui était toujours autour de moi. Donc, c'est pas comme si j'étais pas exposée à la cuisine auparavant. J'ai toujours connu la cuisine, j'ai toujours fait la cuisine. Oui, mais de là à ouvrir un restaurant et à le gérer et à répondre à des clients et à envoyer quand il y a des bons qui arrivent et qu'il y a des dizaines de gens dans la salle, c'est pas la même chose quand même. Non, c'est clair. Non, c'est autre chose, mais... Et pour autant, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ces moments-là, justement? Vous parliez des retours critiques quand le Times vient et vous donne une note, qui est celle-là, celle des 3 étoiles. Enfin, c'est pas rien. Enfin, Non, c'est pas rien. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Vous vous projetez comment? Non, mais vous vous dites quoi à ce moment-là? Comment vous envisagez la suite quand on reçoit un tel retour de critiques qui sont attendus, qui ont une réputation mondiale quand même, c'est pas rien. Oui, mais moi,
En fait, moi, je suis quelqu'un assez humble, on va dire. Je prends ça comme quelque chose de positif. Mais je suis pas quelqu'un qui va ça monter à la tête, que tout de suite, je pense que je suis le meilleur du monde parce que je suis quelqu'un qui est jamais satisfaite avec ce que je fais aujourd'hui et a toujours envie d'aller plus loin. Donc, moi, tous les compensations, les choses, les bons articles, les bonnes critiques qu'on a. Ça fait plaisir, mais... Ça fait énormément plaisir parce que ça fait toujours plaisir d'avoir la reconnaissance de travail parce que c'est beaucoup de travail et je mets beaucoup de moi dedans. Mais c'est un plaisir. C'est juste un plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est une information quand même aussi. Parfois, ça peut vous faire dire, là, en l'occurrence, bon, eh ben, je suis capable. Ouais. C'est comme des petites validations aussi. Là, en l'occurrence, oui, ça valide le fait que vous ouvrez un restaurant. Eh ben, en fait, c'est vrai. Vous savez le faire, c'est possible, quoi. Oui, c'est exactement. Et c'est vrai qu'avec mon parcours qui est un peu atypique, d'autodidacte. Il y a quand même une sorte de sensation de validation. Mais oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Quand il y a un critique professionnel qui vient et qui dit, bon, ben, en fait, ça vaut les 3 étoiles du Times, alors que vous êtes une autodidacte. Oui, oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais il y a un petit coup de tampon, ça confirme un petit peu que j'ai fait un bon choix et je suis sur le bon chemin. Même si moi je trouve qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire. Voilà, moi, comme je dis, je suis jamais satisfaite. Aujourd'hui, voilà, je pense toujours à demain, comment je peux mieux faire, etc., etc. Comment vous allez passer de ce moment new-yorkais à la suite de l'histoire? C'est quoi la charnière? Il y a eu une petite parenthèse où je suis retournée 6 mois à San Francisco parce que j'ai travaillé 6 mois pour un pâtissier. Parce que je vais améliorer, même si j'avais fait la pâtisserie dans tous les restaurants. Vous vouliez améliorer un peu le niveau? Oui, c'est ça. Pousser un petit peu, travailler le chocolat, travailler le sucre, des choses que je n'utilise pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait des techniques, très techniques que je voulais approfondir un petit peu. Perfectionner. Exactement. Petit moment de perfectionnement. Donc ça, je suis partie pendant 6 mois à San Francisco et je suis revenue à New York pour faire tout ce qui est chef privé. J'ai commencé à travailler dans l'événementiel aussi. Donc j'ai fait jusqu'à 1000 personnes des fois. Donc j'avais fait pour Fashion Week, j'avais fait quelque chose pour Marc Jacobs. Voilà, c'est créateur. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, si, oui. Ouais, et puis, donc je faisais un peu de tout. Mais quand Marc Jacobs fait appel à vous, en l'occurrence, ses équipes, j'entends, c'est pas rien. C'est-à-dire que vous devez commencer à ce moment-là, après quelques années d'expérience, parce que là, vous avez combien d'années d'expérience? Quasiment une dizaine d'années d'expérience, finalement, mais en ayant démarré en autodidacte. C'est que vous avez déjà quand même, dans cette sphère-là, en tout cas, un nom. Une réputation. Votre nom circule, c'est pas rien quand même. Ça, Marc Jacobs, c'était avec une boîte d'événementiel. Donc oui, mais enfin, c'est validé. Oui, ils n'ont pas fait appel à quelqu'un d'autre. C'est à vous que ces gens font appel. Donc c'est quand même, à ce moment-là, en tout cas dans la scène américaine, vous représentez quelque chose déjà, non? Vous le dites ou pas? Oui, je pense que dans le cercle new-yorkais, oui, il y avait, ça circulait pas mal, oui, c'était bien. Ouais. Comment vous allez traduire cette petite euphorie, ou en tout cas ce moment où les gens font appel à vous, où votre nom circule, vous l'emmenez vers où après cette période? Comment vous allez... ça va durer combien de temps? Ça a duré plus ou moins 10 ans. Ouais. Après, c'est un freelance, donc quand on est en freelance, on ne sait jamais quand le prochain... Oui, c'est ça, il y a une forme de petite précarité. Ça va venir, donc et ça, c'était quelque chose... après, je me suis bien sortie, mais il y avait des périodes où c'était un peu compliqué parce que le téléphone ne sonnait pas, ou je ne recevais pas d'email. Donc, ce côté de freelance, des fois, c'est un peu... c'est pas la sécurité, c'est sûr. C'est ça. Mais bon, je suis bien sortie. Et puis, en fait, j'ai rencontré mon mari actuel en 2006. Aux États-Unis?
Non, en France. D'accord. J'étais en vacances en France. Ok. Et en fait, on s'est rencontrés via son meilleur ami qui est vigneron D'accord. aux États-Unis. D'accord. Qui est champenois, mais Drôle. il Ok. est vigneron aux États-Unis. J'ai rencontré dans un salon. Et on s'est eu juste avant que je parte. Et il faut que tu appelles mon meilleur ami quand tu es à Paris. Donc voilà, j'ai appelé et on est ensemble depuis. Et en fait, moi, je suis restée à New York pendant 6 ans et je faisais les allers-retours. Hein. D'accord. Donc vous continuiez d'être chef. Vous étiez la chef que New York s'arrache à ce moment-là. Et vous aviez une petite parenthèse française régulière, du coup. C'est ça. Bah, en tout cas, le côté freelance, ça me permettait de faire des allers-retours. Si j'avais un restaurant, ça aurait été autre chose. C'était compliqué. Donc, on a fait ça pendant 6 ans. Et après 5 ans, on s'est dit, on va se poser les bagages un moment ou un autre. Ouais. De quel côté de l'Atlantique? Oui, c'est ça. Je pense que mon mari il aurait aimé être aux États-Unis, mais moi, je me suis toujours vue imaginer vivre en Europe ou en France? En France. Ah ouais, en France, ouais. Donc, je n'ai pas laissé trop de choix. On va dire. Bon, c'est pour lui. Bon, ça va, il a pas l'air de s'en sortir et de trouver ça bien. J'ai pas laissé trop de choix. Okay. Mais donc, en fait... Donc là, changement de vie. Vous changez de pays, vous arrivez en France et vous dites, je vais ouvrir un restaurant. Oui, on s'est dit. Ouais. Et comment vous y êtes pris comment et comment l'aventure a démarré? Parce que ça prend du temps. Entre le moment où on se dit, tiens, ouvrons un restaurant et le moment où les premiers clients poussent la porte, il peut se passer des mois, voire des années. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé dans le sens où, en fait, mon mari habitait à Boulogne. Et puis, Boulogne-Billancourt, sud-ouest parisien. Exactement. Donc, on voulait ouvrir quelque chose à Boulogne. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'offres, déjà une. On imaginait qu'il y avait de la clientèle. Du coup, on a choisi Boulogne-Billancourt et pas Paris, pour cette raison-là. Ce qui est un pari, hein. Ce qui est un pari. Déjà, à cette époque, ça l'est encore aujourd'hui d'ouvrir un restaurant à Boulogne. C'est encore un pari parce que c'était pas évident en termes de demande. Pour le coup, c'est pas facile. Donc à l'époque, c'est un pari qui est assez audacieux. Ouais. Et puis, on a trouvé un endroit. En fait, au moment de la signature, il manquait les propriétaires des murs. Donc, on avait le locataire, mais pas le propriétaire des murs. Et on a appris qu'il manquait un, qu'il y avait un conflit entre eux. Donc, ça a bloqué la vente pendant 1 an. Donc, on est resté dessus quand même parce que c'était vraiment l'endroit qu'on voulait. Mais on avait déjà créé notre société, etc. Moi, j'avais laissé tout à New York. Ouais. Du coup, on a décidé de faire les tables éphémères, donc les dîners un peu clandestins. J'aime bien comme clandestin. Dans des endroits un peu insolites. Donc, les appartements, ça peut être plutôt quelque chose plus haussmannien avec vue sur Notre-Dame. Sinon, ça peut être un loft à Barbès où on pousse une portail et on ne sait pas où on va. Ouais. Donc, on a fait ça pendant 1 an. Mais comment on fait ça? Comment vous vous dites? Comment on mobilise des gens? Comment on fait pour monter ça? Parce que là, vous arrivez de New York. Ouais. Vous devez connaître quelques personnes, mais peut-être pas tout Paris. Donc, pas beaucoup de monde. Comment on fait pour se dire, OK, on a 1 an à combler parce qu'en gros, le restaurant, il peut pas ouvrir. Comment on monte un truc pareil, en fait? Comment on se fait connaître? En fait, j'ai commencé... j'ai fait un site et puis j'ai commencé à contacter les blogueuses, les journalistes, plutôt avec une clientèle, les lecteurs un peu anglophones et les touristes. Donc, c'était pour offrir une expérience aux touristes un peu différente. Paris autrement, ouais. Exactement. Donc, découvrir... et c'était 12 places et les gens, ils ne se connaissaient pas. Ah ouais. Ouais. Ok, donc il y a 12 places à prendre. Oui. C'était cher ou pas comme expérience? Je ne sais plus combien. On faisait en 10 temps quand même. Ah ouais. C'est une dégustation en 10 temps avec l'accord mets et vin. D'accord. Donc, ah ouais, vraie proposition gastronomique. Oui, donc, oui, c'est ça. Lieu insolite. Ouais. Et là encore, c'est quand même flagrant et c'est vraiment très américain comme manière de penser. C'est dire, OK, on va le faire, on va y arriver. Parce que quand on vous écoute, ça a l'air facile. Or, ça n'a pas dû être facile de faire ça.
Non, c'était pas facile dans plusieurs sens. Déjà, trouver le lieu parce que il fallait quand même une cuisine fonctionnelle. Donc, souvent, je cherchais les lieux avec une cuisine qui était plus ou moins équipée. Ouais, parce que trouver un joli lieu, ok, mais il faut que la cuisine aille. C'est ça. Ensuite, il y avait tout le logistique parce que des fois, il n'y avait même pas, il y avait pas les tables qu'il fallait. Il fallait une grande table, des chaises. Donc, on se retrouvait à amener tout ça. Mais comme j'avais déjà fait des événements aux États-Unis, ce côté-là, c'était une logistique supplémentaire. Mais là, vous étiez deux, là. Vous faites tout à deux, là. Oui, on était à deux, oui. Il y a des moments où on doit se retrouver avec son conjoint ou sa compagne à porter à table à se dire putain, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est Exactement. C'est impliquant quand même. Ouais. Et économiquement, c'était quelque chose de viable, vous vous en sortiez ou c'était vraiment vous vous disiez bon, ça nous permet de nous faire connaître Est-ce que vous avez songé par exemple faire durer ça? En fait, oui, à l'époque, il y avait mon mari, il avait encore son travail. Donc, on vivait pas que avec ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que je pense que si on avait continué, peut-être on aurait pu développer, mais l'objectif, c'était quand même d'ouvrir le restaurant. Oui, c'était la perspective. Et ça, c'était juste quelque chose pour faire vivre la société, pour m'occuper. Parce que il y avait un an. C'est ça. On savait même pas. Ça dure un an. Au début, on savait pas de combien de temps que ça allait durer. Ou même si à un moment ou un autre, ça allait se faire ou pas. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait faire ponctuellement. Donc, au final, c'était une bonne solution. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là, justement, avant que le restaurant n'ouvre ses portes des retours que vous avez eus, des gens qui vous découvrent, de vous aussi qui découvrez certainement d'autres usages, une autre atmosphère, parisienne en l'occurrence. C'est quoi les souvenirs qui vous restent de cette petite année ça a dû passer vite en fait? J'ai adoré les échanges que les gens ils avaient. En fait, on avait quelquefois les Français, mais sinon, c'était les anglophones de Nouvelle-Zélande, il y avait les Japonais, il y avait il y avait vraiment les vous avez réussi à trouver les gens quand même, oui, tout à fait. Mais c'est un peu grâce aux blogueuses et les journalistes, en fait, qui avaient... leur petit réseau pour les touristes. Ils offraient les tours guidés, des choses comme ça. Donc, vraiment, je visais quand même les touristes. J'adore l'échange au départ, les gens sont un peu timides, petit à petit, ça monte, ça parle, tout le monde échange des numéros. Donc, c'est ça que j'ai adoré. C'est vrai que cette atmosphère, elle est géniale. 12 personnes qui, a priori, ne se connaissent pas. Alors, il y a peut-être des gens qui venaient à deux quand même. Oui, il y a comme des fois. Ouais. Mais du coup, c'est une grande table, le temps d'un soir, on découvre un lieu, un truc, on vient tous d'ailleurs. Plus votre cuisine, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et les gens qui travaillaient seuls, qui voyageaient seuls, ça c'était idéal. C'était top parce que en fait, ça permettait de rencontrer des personnes. Donc, j'adorais ce côté de vie, ça vivait, c'était le lieu de rencontre. Les échanges moi je présentais tous les plats aussi, j'échangeais avec eux, donc c'était un vrai moment de partage. Ouais, je comprends. J'ai adoré ça. Et donc au bout d'un an arrive la nouvelle, les choses s'alignent et vous allez pouvoir ouvrir votre restaurant. Exactement. Donc la table en l'occurrence. La table, oui. En fait, justement, le table éphémère, les repas éphémères, on a appelé ça la table de Cybèle. Et c'est comme ça qu'on a eu le nom pour notre premier restaurant, la table de Cybèle, qu'on a ouvert en 2013. D'accord. Ouais, je suis... Donc là, on est en plein cœur de Boulogne, derrière les anciennes usines Renault, en l'occurrence. Exactement. Et donc, ce restaurant ouvre. Quelle est l'idée? Quelle cuisine vous avez envie de proposer? Quel est le geste que vous avez envie de partager à ce moment-là avec la clientèle que vous allez découvrir? Ça va être votre premier restaurant en France, c'est pas rien. Oui, au départ, on avait l'idée, c'était d'avoir un menu déjeuner qui était assez accessible. Et le soir, on faisait des plats partagés. Donc, des small plates. 2013. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça. C'est ça. Oui, bon, c'est bon, on avait 2013. C'est ça, exactement. Donc, j'étais un peu trop en avance parce qu'on a vu que il y a des gens qui appréciaient, mais surtout à Boulogne, ils n'étaient pas prêts
ils voulaient leur propre plat. Ouais. Donc, Ah non, mais c'est un truc. Et aujourd'hui, on en est à se dire, parce qu'il y a eu des assiettes à partager et des petits plats partout, ouais, on a à se dire, oh, il y en a marre, il faut qu'on revienne à. Mais à cette époque-là, ça Ouais. n'existait pas, quoi. exactement. Mais, Enfin, ou très peu, quoi. ouais, exactement. Donc, Et dans l'assiette, est-ce que quelle empreinte vous avez à ce moment-là? Parce que vous avez démarré par vous-même avec vos référents, vous avez travaillé pour des gens en répondant à leurs attentes. Là, vous êtes chez vous, vous allez proposer votre cuisine, c'est votre nom, on vient à la table de Cybèle, c'est Ouais. pas rien, même dans la proposition. Du coup, on trouve quoi dans l'assiette? Est-ce que c'est très végétal? Est-ce que ça l'est pas tant? Est-ce qu'il y a de la crème et des sauces ou toujours pas? Il y avait, c'était beaucoup autour de légumes quand même, hein. C'était donc, le but, c'était de travailler avec les producteurs en direct, au niveau de, tout ce qu'on pouvait. Donc il y avait un travail de sourcing déjà qui Ouais, avait le été travail fait. de sourcing, que était très fort, qui continue aujourd'hui, de faire partie, de mon travail. Donc il y avait beaucoup de légumes. Évidemment, mais il y avait aussi un peu de tout, poisson, viande, volaille, il y avait un peu de tout. Ok. Donc, Et comment est-ce que ça va prendre? Est-ce que le public va s'installer? Quelle va être la typologie de votre clientèle? Est-ce que vous allez arriver justement à stabiliser l'activité en ayant, on l'a compris, commencé par les petites assiettes, puis une carte plus conventionnelle? en fait, ça a démarré très fort. Ça a démarré très fort. Déjà, Mais alors pourquoi? Pardon, mais pourquoi déjà? justement, la table qu'on a fait avant, on était un peu connus par différents journalistes Ouais. Donc, du dans coup, le c'était un monde peu de, le petit dans le événement. monde de food. Ouais. En fait, je les ai contactés pour dire qu'on ouvrait la table et Ouais. tout de suite ils ont parlé. Donc ça a aidé à démarrer Ouais. C'était le assez petit rapidement. événement. Exactement. Cybèle ouvre sa table et c'est à Boulogne que ça C'est se passe. ça, c'est ça. Après, Boulogne aussi, comme il n'y a pas beaucoup d'ouverture à l'époque Mhm. intéressante, en fait, ça allait assez vite. Ouais. C'était, au final, c'était comme un petit village. Ça se parlait à droite à gauche. Ouais. Donc, ça a démarré assez rapidement. Et qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là? Parce que, en fait, ça prend, c'est votre restaurant, ça y est, vous êtes en France. C'est pas rien, quoi. C'est quoi le sentiment que vous avez à ce moment-là? Et puis, vous découvrez un autre truc aussi, qui est la quotidaineté au même endroit, dans la même cuisine. Ça fait beaucoup de choses. Il y avait une fierté par rapport à ce qu'on avait créé ensemble, déjà. Et le fait que les gens passaient un bon moment et appréciaient ce que je faisais, une fois encore, c'est un grand plaisir et fierté. Après, c'est un métier où il faut se mettre en question tous les jours. Ouais. Donc, si on est bon aujourd'hui, il faut encore mieux demain. C'est une carte qui évolue tous les jours aussi. Quasiment au quotidien, la carte changeait. Donc ça aussi, pour garder l'intérêt des clients qui revenaient régulièrement, surtout le midi. On avait une grande clientèle de bureaux à l'époque. Et puis, du coup, ils venaient des fois plusieurs fois par semaine avec différents clients. Donc ça changeait, c'était une carte vivante qui changeait tout le temps, en fonction de ce que je trouvais. Donc j'allais sur le marché, à l'époque je travaillais avec Joël Thibault. Ouais. Donc j'allais 2 à 3 fois par semaine. À côté de Radio France, là? Oui, il y avait Rue Gros et aussi Iéna. Ouais, c'est vrai. Donc je faisais les deux en fonction de mes besoins et les jours. Donc j'étais là-bas à 7h du matin et je faisais ma carte en fonction de ce que je trouvais, entre autres. C'est une vie d'implication considérable quand même, non? Parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est une vie où il y a 2 services par jour, où tout repose sur vous. Il n'y a pas de brigade là? Ou enfin, il y a une toute petite équipe? Oui, je pense qu'on était 5 en cuisine quand même. Ouais. À l'époque. Entre entre 4 ou 5, oui. Ouais. Ouais. Bon, c'est une petite équipe quand même. C'est déjà une petite équipe, mais il se passe enfin, on a le temps de rien. Toute votre vie tourne autour de ce projet-là à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. Ouais. De toute façon, je pense que n'importe quel restaurateur, chef ou autre, c'est
en plus, c'est pas quelque chose qui s'arrête quand la semaine s'arrête. Ouais. Ça continue, on pense tout le temps, il faut penser à comment améliorer, qu'est-ce qu'il y en a à faire. Après, il y a le côté administratif. Heureusement que mon mari s'occupe plutôt de ça, donc ça me laisse faire le côté créatif. Ouais. Mais c'est continu, c'est non-stop. Mais cette question, elle est évidente, mais vous qui partez d'ailleurs, vous qui venez d'un autre modèle professionnel, c'est quelque chose de passer à cette quotidienneté-là. Parce que le freelance, on a beau dire, il y a de l'insécurité, mais il y a aussi ce point positif qu'il y a des temps de relâchement. Ouais. Et qu'on peut même parfois les choisir en se disant, si on le peut, je ne prends pas ce contrat parce que j'ai besoin d'un petit break et tout ça. Là, c'est plus possible. Comment vous vivez ce changement, en fait? Ça fait beaucoup de choses qui changent dans la vie à ce moment-là. C'était un grand changement. Mais comme j'ai dit, c'était un challenge que j'avais envie de faire. Et c'est surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime bien être réactif. Donc, si j'ai rien à faire, je vais rien faire. Ah ben là, c'était parfait. Ouais, donc, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir les objectifs, d'être challengé. J'ai vraiment besoin de ça. Et j'ai besoin de ça, en fait. Comment ça va s'inscrire dans la durée? Parce qu'on le dit, ça a duré pas mal d'années. C'est une table qui s'est installée. En tout cas, à Boulogne, c'était devenu un des référents, une des quelques tables référentes de Boulogne. Comment la critique a évolué? Comment le public s'est installé? Comment vous avez traversé toutes ces années-là à la table de Cybèle, donc? Oui, en fait, comme j'ai expliqué... par rapport aux small plates et tout ça, il faut savoir s'adapter par rapport aux envies et besoins. Et aussi, sur 12 ans, les envies des gens, ça change. Certes, ouais. À un moment, ils ont dit, ce serait bien quand même qu'on ait des petites portions. Ouais, attendez, c'est ça. Donc là, au fil des années, on a évolué... toujours en restant sur les valeurs de locavore, direct producteur, produit en respectant l'environnement, pêche durable, ça a les mêmes valeurs, mais la cuisine a un petit peu changé. Par exemple, juste, on vient de fermer, on a vendu en juillet, mais l'offre qu'on avait à la fin, c'était plutôt... on avait fait des portions un peu plus généreuses. Et après, on faisait aussi les accompagnements à part. Donc, il y avait toujours autant de légumes, mais les gens, ils pouvaient choisir leurs accompagnements. D'accord. Parce que... Quand vous me dites ça, vous savez quoi? Je repense à ce que vous me disiez de votre grand-mère, où elle mettait les accompagnements à part sur la table. C'est ça, exactement. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là, parce qu'on sent que les gens, ils voulaient être un peu... comment dire? Les gens, ils ont envie d'avoir... je sais pas. De composer eux-mêmes? Ouais. Les gens, ils ont envie d'avoir le choix. Les gens, ils ont envie d'avoir le choix. Ils veulent participer un petit peu, ils veulent diriger ce qu'ils veulent manger. Donc, c'était pour ouvrir un peu les possibilités, ouvrir un petit peu aussi une clientèle qui voulait un peu des choses spécifiques. Donc, voilà, c'était ça. Vous dites quelque chose qui est important, qui est le rapport au producteur, l'exigence, les valeurs que vous mettez dans votre cuisine et qui ont... Ça, c'est le discours. Beaucoup le tiennent. Il a une implication, ce discours, d'organisation, de logistique. Il a une implication économique. Vous êtes en train de dire qu'on peut faire attention aux gens qui produisent, à l'environnement, évidemment, duquel sont issus ces produits-là. C'est possible, en fait. Ça marche. Est-ce que c'est plus coûteux, beaucoup plus coûteux? Est-ce que c'est dur à mettre en place en termes de logistique, d'approvisionnement? Est-ce que vis-à-vis du staff, ça a des implications compliquées? Ou est-ce que vous me dites que non, en fait, si on a envie de mettre ce genre de pratique en place, c'est assez facile? Il faut avoir les convictions, il faut que ça soit vraiment... sincère, ouais. Sincère. Il faut que ça soit sincère. Si on fait ça parce que c'est tendance ou on a envie de dire oui, on travaille comme ça ne va pas se faire parce qu'il y a une logistique supplémentaire. Ouais. Souvent, aujourd'hui au moins, nous, il faut qu'on aille chercher, par exemple, le producteur...
aujourd'hui, on produit nos propres légumes, mais tout le reste, que ça soit la volaille ou autre, il faut qu'on aille chercher la farine pour faire mon pain. Il faut aller chercher. C'est vous qui allez chercher. C'est mon mari. Et heureusement mais ça, c'était quand même la bonne pioche de cette histoire. Heureusement qu'on a cette pierre dans l'édifice. Clé de voûte, j'ai envie de dire. Ouais, mais on va dire, on va chercher. On lui rend hommage. Ouais. Trop bien. Donc, oui, souvent les petits producteurs, en fait, ils livrent pas. Ils n'ont pas le temps, pas le. Ouais, et c'est souvent les producteurs, ils travaillent avec le public plutôt, et c'est le public qui va venir chez eux. Sûr, ouais. Donc c'est pareil pour nous. Ouais. Donc c'est un temps considérable. Ça. Oui. Si on accumule tout, c'est il faut aller chercher le poulet là-bas. Exactement. La farine, le fromage, le lait. Donc heureusement, c'est pas si loin que ça, mais ça peut pas se dupliquer n'importe où. Oui. Ici, en Île-de-France, il y a un maillage quand même, mais ça peut pas se faire n'importe où, quoi. Exactement. Donc même quand j'avais la table estivale, j'allais chez Joël Thébault, j'allais sur place. Ouais. Je partais avec les légumes. Donc c'est des temps, mais il faut un vrai engagement. Ouais. Et il faut vraiment être engagé et puis pas faire ça à la légère. Mais bon. C'est pas si simple. Ouais. Donc il y a eu ces 12 ans, et puis vers la fin de ces 12 années, enfin non, même un petit peu avant, vous avez découvert cet endroit. Pourquoi avoir décidé d'emporter votre cuisine ? Pourquoi avoir décidé de dire au revoir à la ville et d'emporter votre cuisine ici ? Donc on est à Gambé, dans les Yvelines, pas très loin de Paris. Mais tout de même à une quarantaine de minutes de Boulogne en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce choix a été nourri et comment il a été opéré ? En fait, pendant 5 ans, on avait les 2 restaurants. Donc on était à la table estivale de lundi au mercredi et de jeudi au dimanche ici. Donc c'était 7 sur 7. Ça, c'était pas dérangeant, mais il y avait... C'est pas dérangeant, mais pardon, je souligne ça, c'est intéressant de se le dire, parce que 95% des gens, si vous leur dites, on travaillait 7 jours sur 7, sur 2 lieux, donc avec 2 entreprises, 2 équipes, Ouais. Non mais pardon, mais c'est énorme en fait. Oui, on rentre dans un rythme et c'est pas juste qu'on lève la tête qu'on réalise que c'était quand même beaucoup, mais... c'est énorme. Ouais. Mais vous le disiez jamais, vous quand vous vous couchez là le soir, vous dites pas « ça va, ouais ça va ». Non, mais c'est un truc quand même. Quand on est dedans, on lève pas la tête en fait. Je pense que c'est pas bon. Le conseil. Non, alors si c'est compliqué, rajoutez-en. Comme ça vous êtes bien dedans. C'est pas bon. J'ai pas dit que c'est bon. Et je pense qu'on était plus épuisés qu'on réalisait. Mais on était des machines en fait. On allait et on a pris l'habitude de travailler comme ça. Vous referiez ça ? Pas pour l'instant. Mais si vous repartiez en arrière, est-ce que vous le feriez de la même manière ? Oui, tout à fait. Ça a fonctionné. Après, il y avait une envie, il y a juste cette manque d'être pas à 100%. Donc, peut-être pas être à 100% à Boulogne, ça nous dérangeait à un moment, ça nous dérangeait il peut y avoir un une petit petite peu. frustration. Je suis pas complètement dans un endroit et pas complètement dans l'autre. Exactement, parce que même si j'étais à la campagne de tous les jours d'ouverture, j'étais en train de gérer aussi la table estivale à distance. Après, je suis un chef aussi qui est dans la production. Donc, j'ai fait des mises en place. Donc, c'était une chose si c'est juste j'étais au téléphone et je rentrais en cuisine de temps en temps et je faire ça. Mais je suis en production. Ça, vous avez jamais voulu le quitter, ce côté justement ? Parce qu'à un moment, quand on se développe, parfois, justement, on se décale, on se décentre, on prend de la hauteur, on y met les mots qu'on veut, mais on fait plus de la mise en place, on fait plus forcément, parfois même, on ne cuisine plus. On est là pour donner une direction. Oui, là, c'est mélange entre les deux. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à quitter complètement la cuisine. Pourquoi ? Parce que je suis très connectée avec la cuisine. Donc, j'ai besoin d'être en contact avec ce qui se passe. C'est vraiment... il y a une partie de moi j'ai cette envie et ce besoin d'être en contact avec les produits, en contact avec ce qui se passe en cuisine. Donc, c'est pour ça. Ici, j'imagine que l'idée de pousser le curseur, justement, du contact avec la
le produit, il était important parce que dans cette démarche, nous, quand on est arrivé, ça travaille là. Il y a un potager. Il y a beaucoup de restaurants qui vantent leur potager. Finalement, peu ont leur potager. En général, c'est des herbes aromatiques, ce qui est déjà super. Hein. Oui. Mais devenir autonome, comme peuvent l'être des Dan Barber qui font rêver avec Blue Hill Farm ou des choses comme ça, ou chez nous, à la Chassagnette, dans le sud, à Armand-Arnal, qui travaillent comme ça aussi, c'est très très rare. Et là, quand on est arrivé, il y avait des gens qui travaillent en cuisine, qui étaient dans la serre. Oui. Donc on sent qu'il y a une connexion intense entre la cuisine et ce qui se cultive juste derrière. C'était ça l'idée aussi, peut-être de pousser encore plus loin ce truc-là, ce qui n'était pas possible à Boulogne de fait. Oui, c'est ça. En fait, au départ, on cherchait un potager pour la table d'Issival. Donc l'idée, c'était justement d'aller plus loin. C'était logique. On était déjà dans une démarche direct producteur, locavore, etc. Mais comme peut-être tu as compris, moi, je veux toujours aller plus loin dans tout. Du coup, c'était d'avoir le contact en direct avec la terre pour cultiver ce qu'on a envie de cultiver. Et surtout la connexion entre la terre et l'assiette et les graines d'assiette. Voilà, c'était 12 mètres. Allez, non, allez, j'exagère un peu. 25 mètres. C'est vraiment avoir ce circuit, la cercle vertueuse en fait, qui se nourrit, qui tourne, voilà. Non ça. Mais pardonnez-moi, mais moi, il m'est arrivé dans mon jardin de me dire ces dernières années, faisons des tomates pour l'été, en partant des semis. Donc au mois de février-mars, là, dans la cuisine, à mettre les trucs, ça pousse, ça prend des mois, puis on repique, on met ça en terre. En juillet, on commence à s'enthousiasmer de l'idée que ça arrive et le mildiou arrive et me crame tous mes plants de tomates. Moi, je suis chez moi, je m'en moque, c'est un truc d'amateur. Mais vous, quand vous misez là-dessus, donc sur un terrain qui doit vous produire, vous donner de quoi cuisiner, vous rajoutez un challenge d'un nouveau métier, c'est une pression considérable. Oui. Parce que moi, si je chope le mildiou, c'est pas grave. Vous non, mais c'est clair. Tu ne marches pas à tous les coups. Il faut savoir s'adapter et on peut compter sur certaines choses et on met tout en place. Par exemple, pour les tomates, justement, on fait une partie dans la serre et une partie dehors. Ok, sécurise des choses. Oui, donc c'est plus protégé dans la serre. Et il y a eu des années où on a tout perdu dehors, mais dans 2 jours. Mais on part de... Mais c'est horrible, on part d'une quarantaine de tomates, plantes de tomates. Heureusement qu'on avait tout ce qu'il y avait dans la serre. Mais c'est vrai que on apprend beaucoup de choses avec la nature. La nature nous apprend beaucoup de choses. Mais humainement, qu'est-ce que ça vous apprend ? Parce que quand on est chef, économiquement, que ça repose là-dessus et qu'on perd 40% de la production d'un élément sur lequel on compte... Mais c'est déprimant. Ce qui fait le plus mal, c'est le travail qui a été fait pour que tout soit en place. Donc, il y a une sorte... il faut prendre un peu de recul, parce que moi, je sais que la première fois que c'est arrivé, je me souviens ce que c'était. C'était les fèves. Et il y a un gros gel qui est arrivé, et toutes les fèves, toutes les plantes. Il n'y avait pas encore les fèves. J'ai toutes les plantes comme ça. Je réveille le matin, mais j'étais en larmes. J'ai toutes les fèves. Et le soleil est arrivé, et 1 heure après, ça montait, c'est revenu. Mais d'un premier coup, j'étais dévastée. Et je dis, je peux pas être comme ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas, parce que ça va pas aller. Alors non, on peut pas être comme ça, mais néanmoins, c'est quand même le fait qu'on s'est rajouté une strate, alors que le métier de chef est déjà extrêmement impliquant, émotionnel, d'implication humaine, professionnelle, économique, considérable. Ça demande beaucoup de travail sur soi-même, hein. Sur gérer ses émotions, de prendre du recul, aussi de mettre les choses en place pour être sûr qu'on a toujours quelque chose à travailler. Donc, il y a certaines choses qui sont plus sûres que d'autres. C'est vrai que les tomates avec les mildious, comme j'ai dit, on plante une partie dans la serre, mais on a perdu quand même une partie, mais au moins on avait quoi travailler. Donc, il faut toujours un peu surestimer, suranticiper, pour être sûr qu'on a toujours quelque chose. Et des fois, ça fait l'inverse, où on a beaucoup trop.
C'est là où mon démarche anti-gaspillage, ça aide. Parce qu'il faut qu'on trouve des façons de travailler les choses, de faire conserver, préserver. Ouais. Voilà, donc ça peut être l'inverse aussi. Cette année, on a eu 150 melons. Les autres années, on a une vingtaine. Qu'est-ce qu'on fait de ça, du coup? Les autres années, on a eu une vingtaine, une trentaine. Là, pour le coup, on va essayer de faire juste le milieu l'année prochaine parce que là, on a été débordé des melons. Donc, ouais, les melons, j'ai fait en acte de fermentation, j'ai fait en sorbet aussi. Ça, c'était une bonne moyenne. Et aussi en confiture. Donc, Ouais. Ça doit faire bouger les lignes de la cuisine aussi, mine de rien. Là, c'est de ça dont on se parle. C'est que finalement, il y a une onde qui se propage, qui vient du potager jusqu'ici, jusqu'en cuisine, et qui doit faire évoluer vos idées, votre proposition et votre manière de vous adapter, de faire bouger votre métier finalement. Exactement. Moi, je dis toujours, c'est vraiment ma cuisine, ce qui est dans l'assiette et les créations, c'est en fonction de ce qui se passe dans le potager. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le potager pour voir ce qui se passe, pour dire aujourd'hui, je vais travailler ça, mais une fois qu'on a terminé ça, parce que je travaille plutôt en série, donc je vais utiliser tout un légume, après je vais passer à autre chose. Ouais. Du coup, on dit, OK, il y a ça va se terminer bientôt. C'est quoi le prochain chapitre? Qu'est-ce qui va être prochaine assiette pour remplacer cette assiette-là? Du coup, il faut vraiment regarder ce qui se passe dans le potager et faire le menu et des plats autour de ça. Donc, c'est métier, ça change un petit peu de métier parce que c'est pas, ah oui, je sais que les tomates vont venir en saison. Oui. Donc de toute façon, il y aura quelqu'un qui va me les apporter, me les livrer sur le... C'est ça. Donc, on peut anticiper. Et ici, les tomates n'arrivent pas toujours au même moment tous les ans. Donc, des fois, des choses sont en avance, des fois, elles sont en retard. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le potager et c'est ça qui va dicter ce qui est dans l'assiette. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas justement votre carte, votre table encore ici à Gambé. Les gens peuvent se dire mais ça doit être extrêmement cher de produire comme ça. Et donc, in fine, c'est peut-être une offre extrêmement chère. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, je pense que c'est un prix juste. Et puis, c'est vrai que... Mais concrètement, c'est quoi le menu ici? En gros, le menu, le prix du menu, c'est quoi? Le prix du menu, on est 95 € pour 7 services. Donc, voilà. Aujourd'hui. Bon. On peut dire juste, on pourrait dire aussi que, étant donné l'engagement, l'implication, c'est extrêmement accessible. Oui. En fait. Après, il y a aussi le menu le midi qui est en 4 services, qui est moins cher. Mais on est à 69. Mais pardonnez-moi de vous poser cette question parce qu'elle est... mais est-ce que vous avez le sentiment de vous en sortir? Est-ce que vous pensez que ce modèle-là, il est viable? Est-ce qu'il est duplicable? Est-ce que vous avez le sentiment de bien vivre de votre travail? Parce que, vous nous le dites, l'implication, et on le sent, elle est monumentale. Moi, je pense aux gens qui nous regardent là ou qui nous écoutent, qui vont se dire, mais non, mais ça, c'est pas possible, en fait. En fait, c'est comme tout. Si on essaie demain de faire tout ce qu'on fait d'un coup, ça serait monumental. Mais nous, on rajoute un peu tous les jours des choses et qui devient notre quotidien. Ouais. Donc, oui, c'est un travail énorme. Mais on élargit la bande passante plus avec le temps. Hein. C'est ça. Donc, on fait au fur et à mesure. Oui, parce que finalement, ce qui se passe là, c'est la graine que vous avez plantée il y a des années à Boulogne et peut-être même finalement, comme on vient de tirer le fil, avant en fait. C'est que ces valeurs, elles vous animent depuis toujours. Oui, par exemple, on a commencé avec 1000 m² de potager et maintenant on a 2000 m². Plus la serre de 100 m². Donc, mais c'était au fur et à mesure. Et voilà, j'ai envie d'aller plus loin, mais pas à pas. C'est même pour la façon que je cuisine, dans le côté anti-gaspillage, c'est pareil. On met des choses en place petit à petit. On dit, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on habituellement on n'utilise pas, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais c'est vraiment... c'est construit petit à petit. Si on essaie de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de conservation
anti-gaspillage, travailler des épluchures, tout ce qu'on fait aujourd'hui en cuisine, si on ouvrait un restaurant et on faisait directement tout ça, ça serait très difficile. Mais le fait qu'on rajoute des choses au quotidien qui devient vraiment les habitudes, les bonnes habitudes. C'est une mise en place progressive. C'est ça. Quel rapport vous avez avec l'économie de votre projet ? Est-ce que vous êtes très vigilante ? On a compris que c'était peut-être une partie qui était plus celle de votre compagnon, de votre mari. Mais est-ce que vous avez une vigilance ? Est-ce que vous dites qu'il faut faire très attention à ça, sinon c'est pas viable ? Ou est-ce que vous êtes plutôt... Ah oui. Non, mais moi, je fais très attention. Moi, c'est tout ce qui est en termes de gaspillage, de gérer... on lance pas un projet... de gérer les achats. On fait attention à tout. Déjà, pour un côté écologique, mais ça rejoint le côté économique. Voilà, donc ça peut de faire attention à tel point qu'on fait attention à tout, de rien gaspiller, même en termes d'énergie aussi, de tout. Cette conscience écologique, ça rejoint l'économique. Ouais, ça a un impact économique, forcément. Donc ça rend aussi le projet plus viable, en fait. En fait, vous en êtes un petit peu, pas au début, parce que mine de rien, ça fait quelques années que vous travaillez cette adresse-là, mais... Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire et je sens que vous allez en faire encore beaucoup et écrire encore beaucoup de lignes dans ce chapitre-là. Néanmoins, comment vous vous projetez à l'avenir ? Quelles choses vous avez envie de développer ? Et ce sera ma dernière question. Quelle place vous accordez à la transmission ? Parce que votre cuisine, elle est nourrie de valeurs. Et ces valeurs, vous les portez, vous, depuis très longtemps. On vous les a transmises. Vous avez quel rapport à cet enjeu-là ? C'est... Déjà, moi, la transmission, c'est très important parce que ça me tient tellement à cœur et c'est quelque chose que je vis tellement. Donc, la transmission, ça commence déjà avec l'équipe. J'en ai vu passer là, qui sont arrivés très sérieusement dans la cuisine, très silencieusement. Ils rentrent du potager et ils ramènent la récolte. Donc... non seulement avec la cuisine, bien sûr, où on travaille les produits, mais aussi les personnes qui sont en salle aussi, ils travaillent aussi dans le potager. Donc, la transmission, ça commence interne. Et après, c'est aussi par rapport aux clients. Donc, nous, on ne donne pas une assiette et on annonce ce qui est dans l'assiette et après, on part et on débarrasse. Il y a une vraie explication de comment les choses sont travaillées, comment on travaille les parties de légumes que d'autres personnes ils vont jeter, on va transformer, on va sublimer le plat et créer des goûts et des saveurs qu'on n'a nulle part ailleurs parce que c'est vraiment ma patte de travailler comme ça. Donc ça transmet aux clients et nos valeurs qui vont avec. Donc, c'est une vraie communication de tous les jours entre notre équipe, entre les clients. Et c'est important de un peu ouvrir les yeux, des fois. Il y a des gens, ils viennent pour manger, mais il y a des gens qui repartent en disant « Ah, d'accord, je veux voir les choses différemment. » Et je crois que c'est important aussi. C'est une responsabilité qu'on est dans cet engagement de partager ça avec plus de monde possible. Voilà. Et en faisant ça, on dit on participe à notre petite échelle, un meilleur avenir, en fait. C'est après ça que vous courez, vous et votre mari, aujourd'hui. C'est ça, ce vers quoi vous avez envie de tendre et de laisser finalement de tout ce que vous avez fait, cette espèce de conscience, l'idée de bâtir quelque chose d'un peu meilleur. Oui, bien sûr. On fait ça pour faire plaisir aussi, c'est important. C'est le cœur de notre métier. Mais aussi de changer un petit peu les idées et puis que les gens peuvent voir le monde et le monde de la cuisine différemment. Trop bien. C'est le meilleur endroit pour découvrir ça. Il faut venir ici, pas loin de cette cheminée, pour découvrir tout cet univers. Merci, Cybèle. Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très étonné par cette rencontre. C'est quelqu'un que je suivais, mais dont je ne connaissais pas l'histoire à ce point. Très étonnant de voir comment, en tant qu'autodidacte, on arrive à bâtir une cuisine et l'entreprise qui va avec à ce niveau-là. Merci, chef, de nous avoir reçus. On avait envie de rester, franchement. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis, d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez aussi écouter les contenus sur les plateformes audio, c'est possible. On est bien sûr présent sur votre plateforme de streaming audio préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Chef, évidemment. Salut!